Le retour au Grand Théâtre, avec le Ring de Wagner, du 12 février au 17 mars. Alors que le froid hivernal s'installe à Genève, la nature, elle, continue de s'exprimer de mille façons, et particulièrement au Conservatoire et Jardin botanique de Genève. Une vie dans la chaleur tropicale y est entretenue avec passion dans ses serres. Quelles plantes? À quoi servent-elles? Quelles histoires racontent-elles? Partons ensemble en voyage pour trouver réponse à nos questions. Donc là, on se trouve dans le jardin d'hiver. Et on se trouve dans une serre victorienne qui date du début du siècle. Et elle accueille en fait une collection de plantes tropicales utiles. Une plaie dessus. Et quel genre d'utilité du coup? Donc elles peuvent être alimentaires, on peut avoir des utilités pour faire des fibres par exemple, ou des plantes médicinales. Est-ce qu'on va les voir du coup? Bien sûr, allons-y. Donc déjà, celle-là. Est-ce que pour toi, c'est une plante qui ressemble à quelque chose que tu connais? Un palmier? Voilà, un palmier. Eh ben non, c'est pas un palmier, figure-toi. Donc c'est une plante qui a pris l'aspect d'un palmier, mais on se trouve face à une plante qui s'appelle Carludovica palmata et qui en fait est utilisée pour faire le chapeau de Panama. Sérieux? Voilà. Donc mon chapeau de Panama, et ça vient de ça en fait à la Exactement, base? ouais. Incroyable. Ensuite, toi, il y a une plante que tu dois reconnaître aussi. Ah, bananier. Voilà. Enfin, Donc, ça, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est la fleur du bananier et on a en dessus les fruits qui constituent le régime, qui est encore vert. En production, donc on récolte le régime encore vert et il mûrit ensuite par la suite avant d'être consommé. Donc voilà, ici en face de toi, tu as une plante de vanille. La vanille, c'est une orchidée qui est grimpante. Donc il y a plusieurs centaines d'espèces de vanille à travers le monde et 3 sont largement cultivées, et notamment celle-là, la Vanilla pompona. Pour la petite histoire, le berceau de la vanille qu'on a l'habitude de consommer vient du Mexique. Elle a été exportée dans différentes colonies, à Madagascar entre autres, et pendant de nombreuses années, les colons n'arrivaient pas à faire fructifier cette plante. Ils arrivaient très bien à la faire pousser, mais pas à la faire fructifier. Et en fait, la légende raconte qu'Edmond Albius, un jeune esclave fâché contre son patron, alla se venger dans les cultures de vanille en écrasant les fleurs de vanille. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fécondé la fleur de vanille et s'en est découlé en fait une gousse de vanille, une capsule d'orchidée, botaniquement parlant. Et on a compris alors que les fleurs de vanille doivent être fécondées à la main, et ça se fait encore aujourd'hui. Ah bah tiens, là il y a des trucs qui pendent. Exactement. Oui, bah j'ai vu. Et donc là, c'est des cabosses. Des cabosses. C'est Voilà. quoi des cabosses? Les cabosses, c'est la fructification du cacao. Ah bah oui. Ouais. En latin, on l'appelle theobroma, le breuvage des dieux. Et en fait, c'est un fruit qui était déjà consommé à la période des Aztèques. Elle a une particularité, on voit les fleurs du cacao là. Bah oui. On appelle ça de la cauliflorie. C'est-à-dire qu'on a des fleurs qui émergent directement du tronc. On suppose que l'intérêt de la plante de faire de la cauliflorie, c'est de pouvoir porter en fait des fruits qui sont beaucoup plus gros que si elles étaient en bout de branche. Ouh. Faut pas tomber. J'ai cru que j'allais tomber dans le trou. Alors là, je te présente une plante que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Alors, Qu'est-ce qu'elle a de spécial? en fait, c'est une plante qu'on appelle Bixa orellana. Et la graine, en fait, est utilisée comme colorant, autant alimentaire que pour la peau. Et dans beaucoup de traditions et de cultures indiennes, au fin fond de l'Amazonie par exemple, ils l'utilisent pour se teindre la peau, pour des cérémonies, pour se protéger du soleil, ou pour alors colorer leur nourriture. Comment ne pas être ému par ce que ces plantes apportent au monde? C'est précisément ce lien avec la nature qui est au cœur d'une petite exposition. Ressortons ensemble dans le jardin en attendant la grande exposition qui ouvrira ses portes au mois de mai. L'idée générale, c'est d'associer ou de représenter en fait les sentiments avec les végétaux, puisqu'ils font partie inhérente de notre culture et ils sont très souvent associés à des sentiments sans qu'on en ait forcément conscience. Je pense aux plantes associées au pouvoir, associées à l'amour, associées à la force. Et donc on a voulu, avec ce préambule, montrer les symboles de Noël à travers les plantes. Et ce qu'on a voulu avec cette petite exposition, c'est montrer, faire participer le public aussi, mais montrer tous les symboles végétaux et montrer les histoires qu'il y a derrière.
Le sapin, par son côté vert, par son côté invulnérable, invincible, il symbolise vraiment la victoire de la vie sur la mort, l'immanence. Il symbolise aussi ce trait d'union entre la terre et le ciel. Ce côté, il symbolise la fertilité, il symbolise la force, il symbolise toutes ces choses-là. Et le fait qu'on le décore, vous voyez, le sapin qu'on a décoré ici est mis en valeur avec des pommes et des grenades. Ce sont les premières décorations historiques qu'on a installées sur les sapins. Alors, les pommes et les grenades, c'est en référence au christianisme, à l'arbre du bien et du mal. Mais même avant ça, c'était vraiment un symbole de fertilité, vraiment de fécondation. C'était pour montrer un petit peu à la terre qu'on avait besoin de nouveau de sa fécondation, qu'on comptait sur le sol pour nous donner les fruits pour l'année prochaine. La force des plantes, oui, et elles se doivent d'être bien cultivées. Nous retournons au chaud avec Vincent qui nous ouvre les portes d'un véritable laboratoire naturel. Nous nous trouvons ici dans le rempotoir des serres et c'est le lieu en fait où tout commence. Quand on reçoit par exemple des graines ou des boutures de différents scientifiques qui nous les ramènent des quatre coins du monde, on s'en occupe ici, on les repique ou on les sème et ensuite on va les amener dans notre serre de multiplication où tout un processus en fait va prendre place. Les plantes vont pousser, vont être rempotées plusieurs fois et ensuite elles vont pouvoir être placées soit dans des collections fermées au public, soit alors placées dans les serres publiques pour pouvoir les montrer aux visiteurs. Là, on se trouve en face de une de nos collections phares, les palmiers. On a une grande diversité de palmiers tropicaux dans nos collections. Donc on a vraiment le stade juvénile d'un palmier, quelques mois après la germination de la graine. Et puis on peut voir qu'il y a des stades différents qui vont évoluer au fil du temps jusqu'à avoir une plante adulte qui va pouvoir remplacer un palmier existant ou alors être planté dans une zone encore dépourvue de palmiers. Ici, on a en face de nous une vitrine qui est saturée en humidité avec une chaleur de fond, ce qui nous permet de soit retaper des plantes qui ne vont pas très bien, soit de cultiver des plantes qui naturellement poussent dans des endroits qui sont très humides, soit en bord de ruisseau ou en sous-bois. Et puis de semer aussi des épiphytes, comme ces petits semis là de Tillandsia, qui sont semés directement sur un support sans terre. Donc là, on recrée vraiment ce qu'on pourrait avoir en nature en fait, dans leur pays d'origine. Et donc là, on a un cas extrême d'une orchidée qui a perdu ses feuilles, ses tiges, et qui a son mode de vie uniquement à travers ses racines. Donc tout ce qu'on voit là, c'est des racines. Puis elle va émettre, une fois qu'elle aura fait suffisamment de réserve, une fleur qui va permettre de se reproduire. Puis ensuite, elle va continuer son cycle de vie comme ça, sans feuilles, sans tiges, uniquement en faisant de la photosynthèse et en absorbant de l'humidité et des nutriments à travers les racines. Ça, c'est encore une autre serre, d'autres plantes. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Donc là, en fait, on se trouve dans la serre tropicale. Ouais. Et si on veut bien, c'est un résumé des forêts tropicales au sens large. D'accord. Donc on a recréé diverses thématiques qu'on pourrait retrouver dans une forêt naturelle, comme des grands arbres avec des épiphytes dessus, c'est-à-dire des plantes qui poussent sur un support, des zones marécageuses, des zones de sous-bois. On trouve presque 400 espèces différentes ici, 400. réparties en nombreuses familles. Et puis des thématiques un peu plus précises, comme l'arbre qu'on a en face de nous, qui abrite seulement des orchidées. Donc le grand là. Voilà, le grand arbre ici, on a 40 espèces différentes d'orchidées qui sont abritées là-dessus. Et puis nous, ça nous permet de faire des visites sur des thématiques et puis ça permet au public de découvrir ces familles par thématique. Alors en fait, les orchidées, elles peuvent pousser comme ça, sans problème sur un arbre. Ouais, alors les orchidées, c'est une énorme famille, botaniquement parlant. Et donc 70% de toutes ces orchidées, elles poussent dans des régions tropicales.
L'animal rugit quand j'arrive avec mon manteau léopard. On se trouve en face d'une plante grimpante et ça c'est une thématique qui est largement abordée dans cette serre. En Suisse et en Europe, on connaît dans nos forêts un nombre assez limité de plantes grimpantes, comme la clématite, le lierre ou encore l'églantier. Dans les forêts tropicales, c'est une thématique qui est largement représentée et elles vont peupler en fait une zone intermédiaire entre le sol et la canopée. En termes d'adaptation, juste à côté de nous là, on a une plante de la famille des Broméliacées. Broméliacées, c'est la famille de l'ananas. Ok. Une des particularités de cette espèce, c'est que la plupart de ces plantes poussent en forme de rosette. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication au niveau des feuilles qui va constituer des réservoirs d'eau à l'intérieur. Ok, c'est ça en fait. Ouais, C'est voilà. bien se poser Alors ça, là. si je renverse la plante, on va avoir plusieurs millilitres d'eau qui vont couler. Donc la plante, elle s'est adaptée pour pouvoir pousser en hauteur, Oui. profiter de l'eau de pluie quand elle tombe et la stocker ensuite durant une période de temps. Et puis en termes d'adaptation aussi très très poussée, on a derrière nous un rhipsalis. Alors ça, j'ai déjà vu. Ça, C'est- j'ai déjà vu. Mais alors, est-ce que tu savais que ceci fait partie de la famille des cactus? Bah la réponse est non, Eh ben, évidemment. parce que non. Donc en fait, on voit que même les cactus sont présents dans les forêts tropicales. On voit aussi que les graines sont très collantes si on les écrase et vont facilement être transportées en fait par des oiseaux ou par des bêtes pour pouvoir aller repousser à un autre endroit dans la forêt. Et c'est ainsi que le cycle est bouclé. Peut-être est-il temps que nous aussi nous y participions pleinement avec l'immense respect que la nature mérite. Car les plantes aussi nous racontent des histoires, les leurs, mais aussi la nôtre.